Bonjour à tous. Bienvenue pour ces nouvelles rencontres internationales de l'art et du design organisées par l'ESSAD de Reims et co-organisées en ce qui concerne notre journée d'aujourd'hui avec l'Institut Mines Télécom. Merci beaucoup aux intervenants de leur présence. Merci à tous les étudiants de l'attention qu'ils vont pouvoir donner aux propos échangés aujourd'hui. Je voulais, en guise d'ouverture, je noterais que c'est un peu le colloque de la maturité pour nous à l'ESSAD. Maturité, d'abord dans ce beau partenariat qui nous associe avec Mines Télécom depuis plusieurs années, qui est un partenariat mené d'abord par l'option graphisme numérique, mais qui s'étend également à la dimension, à l'option design objet. Un partenariat mené à travers le programme FIRST, bien sûr, à travers ce séminaire, Forme, Technologie, Société, qui a eu des modalités variées depuis 4 ans, depuis ces 4 ans d'existence, et qui trouve aujourd'hui dans cette journée consacrée à la datalogie, au big data, un nouvel épanouissement. Ce partenariat, nous le devons à quelques personnes que je tiens à remercier particulièrement. Je tiens à remercier particulièrement Pierre-Antoine Chardel, qui est notre premier interlocuteur dans le réseau Mines Télécom et qui a tout de suite identifié les potentialités de ce rapprochement. Je voudrais remercier également Olaf Avenatti, qui est, donc, que vous connaissez comme enseignant responsable du graphisme de la filière graphique à l'ESSAD et qui lui aussi s'est impliqué très très fortement. Donc merci beaucoup à tous deux d'avoir pris en main cette dimension à la fois pédagogique et prospective. Je voulais remercier aussi Patricia Ribaud qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous aujourd'hui. Sans qui tout cela ne serait pas arrivé, puisque c'est elle qui a eu l'intelligence de créer ce rapprochement entre les activités graphiques et numériques de l'école et les écoles d'ingénieurs et de management. Donc merci beaucoup Patricia. Et puis un petit merci aussi, enfin un petit merci, non, un vrai merci à Emeline Eudes qui a pris le relais de Patricia Ribaud à la coordination des études et qui s'est emparée rapidement et fermement de la réalisation de cette journée. Mes remerciements ne seraient pas complets si je ne remerciais pas le Conservatoire à rayonnement régional de Reims qui nous accueille aujourd'hui dans ce bel amphithéâtre. Nous n'en avons malheureusement pas d'amphithéâtre et on a la chance de pouvoir bénéficier de cette salle confortable. Alors, je vous disais, c'est le colloque de la maturité pour ce partenariat. Je dirais aussi que c'est le colloque de la maturité pour notre formation graphisme et numérique. Il n'y a plus de... graphisme et numérique à l'ESSAD, puisque cette option qui était émergente est aujourd'hui totalement reconnue et a des effectifs qui lui permettent de délivrer donc des masters à la fois très pointus, très spécifiques et qui ont ce statut de master européen, qui ont ce grade de master européen. Et puis, je dirais que c'est aussi une journée qui marque la maturité de ce séminaire, puisque nous avons l'objectif, à partir des échanges aujourd'hui, de faire une publication, et ce sera une étape importante dans ce parcours. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vais passer la parole donc à Monsieur Denis Guibard qui représente Mines Télécom et qui nous fait aussi le plaisir d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être bref.
ou assez bref, parce que d'une part, je suis sans doute pas la personne la plus intéressante à écouter aujourd'hui ici, et d'autre part, vous avez compris qu'il ne me reste pas beaucoup de voix pour vous parler. Néanmoins, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis ravi d'être ici, parce que, comme le disait Claire, ça concrétise et ça matérialise les relations qui existent entre nos écoles, entre l'ESAD et Télécom École de Management, donc la Business School de l'Institut Mines Télécom, et je suis ravi d'être ici aussi pour ce colloque, je vais y revenir. 2-3 petits mots simplement, je ne peux pas ne pas faire le pitch commercial sur l'école. Sur ce qu'est Télécom École de Management, je ne sais pas ce que vous en connaissez, c'est une business school, une école de commerce, comme on disait avant, qui fait partie de l'Institut Mines Télécom et qui a quelques particularités. L'une d'entre elles, et pas la moindre, c'est d'être installée sur un campus partagé avec une école d'ingénieurs. Ce qui fait qu'on forme des managers qui sont un petit peu différents des managers standards, tant est que ce concept puisse exister, parce qu'ils sont ouverts sur un autre monde qui est celui des ingénieurs. Et cette notion d'ouverture, c'est une des valeurs importantes de l'école. La deuxième que je pourrais citer aussi, c'est la responsabilité. Cette ouverture, elle se manifeste aussi dans les interactions, les actions et les partenariats que nous avons, notamment avec votre école. Alors quand Pierre-Antoine Chardel m'a parlé de ce travail, de cette collaboration et de ce séminaire avec le titre Datalogie, d'abord datalogie, je ne savais pas ce que ça voulait dire, enfin j'avais une petite idée en faisant un petit peu d'étymologie, j'ai trouvé ça à la fois intriguant et passionnant, donc j'ai pas eu beaucoup à me forcer pour venir et être avec vous aujourd'hui ici. Je pense qu'on est sur un sujet absolument fondamental, notamment quand on est des acteurs du numérique comme sont les écoles ou un certain nombre d'écoles de l'Institut Mines Télécom, le big data ou le smart data comme disent certains pour éviter le mot big qui a un petit côté Big Brother, c'est partout, vous en entendez parler tous les jours ou dans beaucoup d'endroits, et on finit par ne plus savoir ce que ça veut dire, ne plus savoir ce qu'il y a derrière, et je pense que donner ou redonner du sens aux données est un enjeu extrêmement important, parce que quand on regarde ces données ou ce Big Data, on emploie souvent l'expression 3V. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est volume, vitesse, valeur. Alors, volume, vitesse, je n'ai pas besoin de vous le dire, il y a plus de données et d'intelligence dans les smartphones que vous avez, j'espère, éteints, que dans la capsule Apollo qui est allée sur la Lune quand vos parents étaient à peine nés. Mais ça donne une idée, et on produit plus de données en un an que l'humanité n'en a produit pendant des siècles. Donc il y a une vitesse et un volume de données extraordinaire. L'enjeu très fort derrière tout ça, c'est la notion de valeur, et moi je mets un S à valeur. Il y a bien sûr la valeur économique, le marketing qu'il y a derrière toutes ces données, mais il y a aussi des tas d'enjeux et de valeurs éthiques, politiques, démocratiques, sociales qui sont derrière ces données. Et si on veut répondre à ces enjeux-là, il est important de pouvoir donner à voir ces données. Et c'est là que la data visualisation prend toute son importance. Si on n'est pas capable, l'ensemble des acteurs, pas simplement les spécialistes, d'avoir une appréhension de ce que sont ces données, on passe à côté de tous ces enjeux-là. Mais la data visualisation, qui peut être aussi un art, pose à son tour un certain nombre de questions, y compris d'ordre éthique, parce que si on visualise ces données, quelle est la part de transformation, de modélisation, de déformation qu'il peut y avoir? Et je pense que c'est un ensemble de questions qui justifient aussi d'avoir de telles réflexions ensemble et de tels colloques. Je dirais en conclusion que je vous remercie tous d'être là, je remercie tous ceux qui ont organisé et travaillé sur ce colloque. Je crois qu'on est en plein dans ces notions de transversalité, d'interaction entre les différents domaines techniques, design, éthique, économique, sciences de gestion, qui justifient les travaux que l'on fait ensemble. Encore merci de m'avoir invité. Je nous souhaite un excellent séminaire. Alors bonjour, je suis Olaf Avenatti pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et eh bien, je suis aussi très heureux de vous retrouver pour partager cette journée. Merci Denis Guibard, merci Claire Payot pour cette introduction. Cette journée, donc, qui s'appelle Datalogie, je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, elle a été organisée donc, par le département de design graphique et numérique à l'ESAD de Reims, par le LASCO Monde Contemporain de l'Institut Mines Télécom et l'équipe Ethos de Télécom École de Management. Cette journée, en fait, elle s'inscrit dans la continuité du séminaire Formes, technologies et société qui s'attache depuis 2011 à cerner le fait technologique contemporain que l'on nomme communément le numérique et qui travaille et qui transforme notre société. Nous sommes tous témoins des effets disruptifs du numérique sur notre société, c'est-à-dire de ses bouleversements et de ses ruptures, à toutes les échelles. D'ailleurs, Bernard Stiegler en parle de cette façon dans son introduction au colloque intitulé « Organogénèse » qui se tient jeudi et vendredi prochain à l'ENSAD sur le sujet. Donc,
J'y serai pour ma part, je vous donne rendez-vous si vous voulez poursuivre la réflexion. Des transformations et des bouleversements dans notre société qui agissent sur nos modes de vie individuels, sur les relations interpersonnelles. On pourrait aussi dire, en suivant Stigler et Simondon, de l'individuation psychique et collective. Des bouleversements dans l'économie, dans tous les secteurs, avec des phénomènes comme la ubérisation de la technologie, etc. La ubérisation de l'économie. Et des bouleversements des organisations sociales et des institutions, comme l'État qui se retrouve complètement dépassé en fait, par la vitesse de la transformation, la société civile et puis aussi bien sûr l'école qui est une institution et un rouage de cette société et qui elle aussi reçoit de plein fouet cette vague. Donc ici on tente d'observer, de comprendre et de donner du sens à ces phénomènes. Donc pour nourrir nos points de vue individuels et nos pratiques artistiques, de graphistes, designers, sociologues, mais artistes, philosophes, historiens, etc. Pour échapper aussi à la dualité stérile qui opposerait les technophobes et technophiles, ça il faut vraiment que ce débat-là en fait, soit évacué et qu'on arrive à rentrer dans un espace critique ouvert, en fait, qui permette à chacun, depuis sa position, de se faire son opinion et aussi de créer et de produire dans ce contexte qui serait donc un contexte compris. Et donc la raison pour laquelle on travaille à ce séminaire, c'est pour favoriser finalement l'émergence dans les pratiques de création de réelles inventions, au sens où elles ne sont pas prises au piège par un périmètre réduit qui serait juste celui de l'innovation, tel que l'impératif contemporain nous enjoint au design notamment d'y contribuer, mais au sens où en fait elles peuvent féconder la société avec des idées neuves et des points de vue singuliers et inattendus, et pourquoi pas eux aussi disruptifs en réponse à cette disruption qui est une disruption subie. À ce sujet d'ailleurs, je vous recommande de voir la conférence en ligne de Pierre-Damien Huyghe intitulée « L'innovation comme maître mot », où il énonce que le fait de innover, c'est-à-dire mettre du neuf à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de la chaîne des opérations d'une production ou d'un process. Eh bien, en fait, souvent, ça nous empêche de penser en dehors de cette chaîne d'opération et donc de questionner les résultats de cette chaîne. Donc c'est une position très critique qu'il a, mais qui est quand même souvent observée dans la réalité. Paradoxalement, l'injonction à innover correspond à une contrainte. Et c'est une contrainte que nous, en tant que designers, on souhaiterait pouvoir transformer et dépasser. Donc pendant cette journée, nous allons nous intéresser aux données, aux data, et notre rapport à elles en tant que créateurs de formes. Et c'est cela que nous appelons la datalogie. La datalogie, donc, c'est l'étude des données en tant qu'objet, doté d'un contenu, bien sûr, mais aussi d'une forme. Et cette forme, elle est pensée, elle est voulue, elle est conçue et elle est adressée. Et donc elle produit des effets. Cette forme, elle est souvent mal connue, elle est même parfois ignorée. Et de la même façon que nous avons appris et que nous apprenons encore à décoder les images publicitaires, à décoder les images d'actualité, les œuvres d'art, eh bien, on pense qu'il faut également savoir observer et apprendre à connaître et à reconnaître les formes que prennent les données. Il y a un enjeu en fait social et de liberté intellectuelle gigantesque derrière cette idée. Donc avec ces intentions, on a choisi de consacrer la journée d'aujourd'hui aux données que l'on appelle communément donc les data et qui sont des grains immatériaux qui forment la substance du numérique. Jean-François Lyotard, philosophe, il formule dès 1985 que, je le cite, les immatériaux désignent non pas seulement ce qui est immatériel, mais de façon ouverte, cela désigne un matériau ou un modèle de langage supplante celui de la matière. C'est-à-dire qu'à la place de la matière, on va trouver du langage. Et c'est ça qui constitue l'immatérialité de ce matériau, quoi. Ce matériau immatériel est constitué de langage, il n'est pas constitué d'une matière. Et puisqu'il est constitué de langage, il ajoute ensuite que le principe de cet immatériau n'est plus une substance stable, mais un ensemble d'interactions. Donc il s'agit donc de reconnaître cette nature, de la comprendre et de savoir en user comme on pourrait user d'un autre matériau dans nos processus de design.
Donc ces données, elles peuvent être récoltées aveuglément par une multitude d'appareils qui nous entourent, ou bien elles peuvent être aussi produites intentionnellement par un observateur ou un chercheur, et ça produit bien sûr pas du tout les mêmes effets. Ces données brutes, une fois qu'elles sont produites, elles sont filtrées, elles sont organisées, résumées par des traitements statistiques, algorithmiques, transformées par des évaluations aussi individuelles et humaines, et des traductions formelles. Et en fait, tout ça, ça façonne ces données, ça les donne à voir, et ça peut en révéler ou en modifier le sens. Robin Kinross nous parlera tout à l'heure sans doute de la notion de transformateur qui est à l'œuvre dans cette phase-là. Les concepteurs donc, qui déterminent la visualisation de ces données, donc vous, en fait, designers, artistes, mais aussi ingénieurs, journalistes, ils choisissent les meilleurs véhicules formels en fonction de leurs intentions. Donc ils produisent de l'information, ils produisent des arguments pour du discours, ils produisent des outils techniques, des propos didactiques, des expériences sensibles et, dans les cas extrêmes, aussi des munitions idéologiques. Donc les données peuvent être délibérément soustraites à notre perception aussi. On peut choisir de délibérément les ignorer pour laisser le champ libre à une sorte de décor d'une technologie qui serait ubiquitaire et invisible, c'est-à-dire partout à la fois, un fluide numérique dans lequel nous pourrions baigner sans jamais le percevoir et qui ne nous quitterait jamais des yeux. Nous pourrions alors nous demander si cette situation tend à nous libérer ou nous aliéner. Je vous renvoie à la référence cinématographique du film de Spike Jonze de 2014 qui s'appelle Her, qui décrit très bien ce paysage. Donc on va aborder aujourd'hui ce vaste sujet de la datalogie en ouvrant cette porte, en 7 regards différents sur les données et leurs formes. Et voilà comment la journée va se dérouler. Nous aurons des communications de Jean-Paul Carsanti et Robin Kinross. Ensuite, une pause vers 11h30. Nous commencerons une deuxième session avec François Trahay, qui est chercheur et qui a travaillé avec Eve Liskern et Kevin Zanin, des étudiants de l'ESSAD. Et là, on présentera leur projet. Ensuite, on va déjeuner de 13h à 14h30 et on se retrouvera avec Étienne Hervy pour introduire le travail de Sabine Blanc qui va nous parler de data journalisme et de Vivien Loveria qui va nous parler des questions plus liées à la narrativité. Ensuite une pause vers 16h et puis 2 interventions d'un artiste Christophe Bruno et d'une diplômée de l'ESSAD Mathilde Fian qui va nous présenter son projet de diplôme. Ensuite nous finirons la journée par une table ronde. Voilà, je vais maintenant vous laisser et je laisse la parole à Pierre-Antoine Chardel, donc organisateur de la journée. Je vous remercie. Alors à mon tour de vous dire quelques mots. Donc, je suis ravi de cette journée d'études qui s'ouvre et bien sûr je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Comme l'a rappelé Olaf Avenatti, cette journée s'est élaborée dans l'esprit du programme de recherche que nous avons mis en place donc depuis 2011 entre les ZAD de Reims et 2 écoles de l'Institut Mines Télécom, à savoir Télécom, École de Management et Télécom Sud Paris, et qui est intitulée, donc, on vous l'a dit, Forme, technologie, société, design et quête de sens. Cette dimension de quête de sens est évidemment très importante pour nous dans notre réflexion sur les imaginaires, le design et le développement technologique aujourd'hui. Alors je voudrais pour ma part très brièvement revenir en fait sur les origines de nos rencontres et celles d'aujourd'hui en particulier, en disant que ce qui ressort le plus spontanément dans la raison d'être de ces rencontres est une volonté collective, alors ceci en passant les frontières disciplinaires, d'interroger la place des imaginaires dans nos sociétés technologiques, en nous donnant pour exigence de penser ensemble le développement technologique, l'innovation sociale et les imaginaires qui sont en jeu aujourd'hui, en particulier à l'ère hypermoderne, où les progrès sont le plus souvent appréciés à la mesure des transformations accomplies, des résultats obtenus, qui sont, pour leur grand nombre, assimilés à des réalisations du mieux, comme l'exprimait, me semble-t-il, très justement l'anthropologue Georges Ballandier dans Le Grand Système. Or, cette conception du progrès en ligne droite
qui serait orienté par un télos strictement défini et soutenu par des grands récits ne tient plus. Cela non seulement d'un point de vue moral, étant donné l'intensité des crises qui fragilisent un peu plus chaque jour la condition de l'homme moderne, mais également d'un point de vue, je dirais, épistémologique. En effet, le registre qui définit une grande part des innovations technologiques aujourd'hui, alors à plus forte raison, je pense, avec le numérique, nous fait bien sentir cela. Le registre dominant est désormais celui des flux, des nuages, de la toile, des réseaux, de l'ubiquité, voire de la fluidité, avec tout l'imaginaire, voire les fantasmes que ces termes induisent. Nous avons là affaire à des termes qui marquent, chacun à leur façon, des dynamiques qui semblent ne renvoyer à aucune ligne droite ou à aucune ligne qui pourrait être structurellement identifiable. Le numérique, en ce sens, à la fois ne fait pas système, et c'est là peut-être sa grande singularité en tant que phénomène technique. Le numérique ne fait pas système. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il nous permet de penser de manière globale, transnationale, en véhiculant des logiques de déterritorialisation, en déjouant certains ordres établis, et en même temps, le numérique nous renvoie, et de plus en plus intensément depuis ces dernières années, à des formes inédites et inquiétantes de convergence. Convergence et de centralité et de pouvoir. Cela, bien sûr, si l'on songe, par exemple, à l'affaire de la NSA ou au pouvoir détenu par les géants du web. Rendant possible une concentration telle des données, une surveillance généralisée à des fins marchandes ou policières, des captures infinies de données et d'informations personnelles, ces formes de progrès technologiques ne peuvent plus, d'un point de vue sociétal, échapper au regard critique, comme l'a dit aussi très justement Olaf à l'instant. Mais soyons sur ce point très clairs. Le regard critique, qui pourrait nous engager dans une technocritique, n'est pas bien sûr un regard qui se détourne au moment où un événement se produit. Il s'agit plutôt d'un regard qui se distancie pour mieux voir, pour mieux apprécier la portée et le sens de l'événement en l'interrogeant sur ses significations multiples. C'est bien là, peut-être, un enjeu de cette journée qui s'ouvre, à l'heure où l'engouement pour les big data se renforce dans une multitude de secteurs, la politique, l'économie, le marketing, le journalisme, la santé ou la recherche. En premier lieu, et je m'en tiendrai à énoncer juste cet aspect, on pourrait penser que la somme des données que nous produisons chaque jour permet de créer de nouvelles modalités de connaissance d'un monde en devenir. La visualisation de données permet en effet de traduire des mobilités et des mouvements, par exemple des dynamiques de sociabilité en ligne, en nous permettant ainsi de mieux voir ou d'appréhender autrement un phénomène qui serait inintelligible à l'œil nu. La data visualisation serait en ce sens fidèle à l'expérience de la technique moderne elle-même, qui nous donne à voir ce que l'on ne peut a priori pas voir, ni même percevoir, en intervenant pour cela sur la conscience et la perception que nous avons du monde. On pourrait dire que c'est peut-être le propre de la technique moderne, que d'intervenir sur la conscience que nous avons des choses et du monde. Si l'on pense par exemple au télescope de Galilée, dans les premiers moments de ce qu'on appelle la modernité, nous avons affaire à une technique qui rend visible ce qui resterait indiscernable à l'œil nu. Une telle opération de donation, pourrait-on dire, au sens phénoménologique du terme, n'est pas toutefois déliée du fait qu'une donnée n'est rien si elle n'est pas justement interprétée et comprise. Alors c'est au fond ce que nous enseignaient les grandes théories du texte, on pourrait dire de Jean-Paul Sartre à Roland Barthes en passant par Paul Ricoeur. Pour ces auteurs critiques, toute représentation, toute narration nécessite un lecteur pour la prendre en charge, pour l'interpréter. Plus globalement, on pourrait dire que l'émergence de sens ne peut avoir lieu
que si nous nous donnons les moyens de développer une culture de l'interprétation. Or, c'est sans nul doute aujourd'hui ce qui nous manque. Cette culture de la mise en question de la représentation, c'est peut-être cela qui nous fait encore défaut dans nos sociétés des flux d'informations, où le monde nous est donné comme en permanence, au travers des flux de plus en plus massifs de données. Face à cela, un risque que j'aimerais formuler à titre introductif, vraiment en quelques mots et pour finir, serait de céder à ce que le sociologue Michel Vevorka nomme la cantophrénie. Il note en effet dans son petit ouvrage paru chez CNRS Éditions, L'impératif numérique, il note que l'abondance soudaine de données risque de susciter, écrit-il, une sorte d'ivresse, signant le triomphe d'un nouveau positivisme, allant chercher dans les seules données les questions et les réponses. Or, une telle appréhension quantitative pourrait être très vite indifférente, écrit-il, aux questions de la subjectivité, du sens, des orientations de l'action ou à l'histoire. Il conviendrait par conséquent de se tenir, et peut-être que c'est l'exigence qui va nous porter aujourd'hui, de se tenir attentif au fait que l'accès à des données de connaissance n'équivaut pas au fait d'aller aux choses elles-mêmes, dans la spécificité des contextes où elles se donnent. Compte tenu de ces défis pour la connaissance, avec les implications politiques, sociales, économiques et éthiques que l'on peut imaginer, je poserai cette question: est-ce qu'un enjeu majeur des pratiques du design graphique et numérique ne serait pas aujourd'hui de nous aider à mieux nous orienter dans ce monde enivrant des flux? Cela en nous permettant d'accéder à de nouvelles formes de cartographie de données qui ne seraient pas un désaveu vis-à-vis de la part sensible ou vis-à-vis de la complexité des êtres et des choses. Est-ce que rendre visible n'équivaudrait pas ainsi à l'acte de rendre sensible? Alors le design pourrait de la sorte être, et nous allons, je crois, beaucoup en parler tout au long de cette journée, le design pourrait être un apport considérable, me semble-t-il, dans la recherche d'un mieux voir, d'un mieux sentir, pour nous permettre de nous tenir davantage à l'écoute du monde, de ses crises, mais aussi de ses métamorphoses, de sa complexité et de ses horizons de sens. Alors, une dimension esthétique est ici en jeu, mais on entend aussi dans cet idéal d'élargissement de la perception. Je pense notamment aussi à Jean-Christophe Bailly qui a écrit ce merveilleux livre « L'élargissement du poème ». Ici, on aurait un élargissement de la perception. On entend ici résonner peut-être une meilleure capacité d'agir citoyenne dans la société hyper-industrielle. En effet, comme l'a également dit Olaf tout à l'heure, pour le citoyen, les mises en forme permises par la data visualisation, par exemple, pourraient devenir une manière d'avoir davantage de prise sur le monde, aussi bien d'un point de vue éthique, politique qu'écologique. Mais pour nous rapprocher d'un tel idéal, l'effort d'articuler les data à du logos, c'est-à-dire un effort de réflexivité, comme nous allons nous efforcer de le faire aujourd'hui dans une journée consacrée à la datalogie, constitue sans nul doute une étape nécessaire sur les chemins d'une meilleure compréhension de l'ère numérique et au travers des nombreuses questions qu'elle nous pose. Voilà pour quelques questions d'ouverture. Et donc, sans plus tarder, je vais passer les rênes à mon collègue Olivier Segard, donc, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, qui est directeur du département Management, Marketing et Stratégie à Télécom École de Management, membre de la chaire Big Data de Télécom Paris Tech, et qui va nous présenter notre premier intervenant de la matinée, Jean-Paul Kersanti. Je vous remercie.